comment fait-on pour savoir qu'un avion va voler avant même de l'avoir construit, ou qu'un pont va résister à une tempête? Eh bien, derrière la plupart de ces prouesses de l'ingénierie moderne, il y a un moteur invisible, une méthode mathématique d'une puissance incroyable qui nous permet de tester le futur. Pour explorer cet outil qui façonne littéralement notre monde, on va s'appuyer sur un ouvrage qui fait autorité, La méthode des éléments finis de Fortin et Garon. C'est un peu notre guide pour cette plongée au cœur de la simulation. Bon, ce fameux moteur caché, avant même de se perdre dans la technique, on va voir l'étendue de sa puissance. La vraie question, c'est concrètement pourquoi est-ce que cette méthode est si fondamentale aujourd'hui? Et là, ce qui est assez fou, c'est la diversité. La méthode des éléments finis, ou MEF, n'est pas limitée à un seul secteur. Pas du tout. On parle de concevoir des ailes d'avion, oui, mais aussi de simuler l'écoulement de l'air, d'analyser comment la chaleur se propage dans des composants, et ça va même jusqu'à modéliser des champs électromagnétiques en astrophysique. C'est vraiment un des couteaux suisses les plus puissants de la simulation numérique. D'accord, mais pour vraiment saisir le génie de la solution, il faut d'abord bien comprendre le problème. Et le problème de fond, c'est que la nature, la physique, elle a son propre langage. Un langage mathématique qui, malheureusement, est souvent impossible à résoudre dans le monde réel. Ce fameux langage, ce sont les équations aux dérivées partielles, les EDP. Sur le papier, c'est magnifique. Ça décrit les lois de la physique avec une précision parfaite. Ce sont en quelque sorte les règles du jeu. Si on veut construire quoi que ce soit qui tienne la route, il faut jouer avec ces règles. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Pour un cas d'école, disons une simple barre de métal parfaitement droite, on peut résoudre l'équation. Mais dans la vraie vie, pour une aile d'avion avec sa forme ultra complexe, avec les turbulences de l'air, là, trouver une solution exacte devient tout simplement un casse-tête mathématique impossible. C'est là qu'il faut être malin. Et cette astuce, cette ingéniosité, elle ne date pas d'hier. Pour comprendre l'idée fondamentale de la méthode des éléments finis, on va devoir faire un grand saut dans le temps. Un très grand saut, plus de 2000 ans en arrière. Tout est là dans cette idée qui résume toute la philosophie de la méthode. Si un problème est trop gros, trop compliqué pour être résolu d'un seul coup, eh bien, on le découpe en petits morceaux plus faciles à gérer. Pensez aux Grecs anciens. Comment mesurer la longueur d'une courbe comme un cercle? C'est difficile. Mais mesurer une ligne droite, ça c'est facile. Leur idée de génie a été de remplacer le cercle par un polygone avec plein de petits côtés bien droits. Et plus on ajoute de côtés, plus le polygone épouse la forme du cercle et plus l'approximation devient précise. C'est simple, mais c'est brillant. Eh bien, la méthode des éléments finis, c'est exactement ça. C'est la même stratégie du diviser pour régner. On prend un objet complexe, notre aile d'avion par exemple, et on la découpe virtuellement en des milliers, voire des millions de petits morceaux tout simples, des triangles, des carrés. Et sur chacun de ces petits morceaux, les équations de la physique deviennent soudain beaucoup plus faciles à résoudre. Alors attention, la MEF n'est pas la seule technique du genre. Pour vraiment comprendre ce qui la rend si spéciale, si puissante, on va la comparer à une autre grande approche, la méthode des différences finies. D'un côté, les différences finies. C'est la voie directe. On plaque une grille sur le problème et on résout l'équation point par point. C'est simple, c'est carré, mais dès que la géométrie devient complexe, ça coince. De l'autre côté, les éléments finis. C'est la voie astucieuse. Avant même de commencer à calculer, cette méthode va intelligemment transformer le problème lui-même. C'est là toute la différence. Voilà ce que ça donne, une solution par différence finie. La ligne en pointillé, c'est la solution parfaite, la vraie réponse. La ligne pleine, c'est ce que calcule l'ordinateur. On voit que ça s'en approche bien, mais la solution n'existe vraiment qu'au point de la grille, et pas entre. Et c'est là qu'intervient le coup de génie des éléments finis. Au lieu de s'attaquer de front à l'équation originale, qui est très difficile, on l'appelle la forme forte, la méthode la transforme. Elle la change en une version équivalente, mais bien plus facile à approcher. C'est la fameuse forme faible. Alors, comment on passe de la forte à la faible sans se noyer dans les maths? L'idée, c'est un peu ça. On prend l'équation de départ, on la multiplie par une sorte de fonction joker qu'on appelle une fonction test, on intègre le tout, et là, grâce à une astuce mathématique, on réarrange l'équation pour faire porter la partie difficile non pas sur la solution qu'on cherche, mais sur la fonction test qu'on a nous-mêmes choisie. C'est très malin. Et pourquoi ce nom forme faible? Pas parce qu'elle est moins bonne, non, c'est parce qu'elle est moins exigeante. La forme forte veut une solution parfaite, super lisse. La forme faible, elle, est plus souple. Elle accepte des solutions un peu plus brutes et en étant moins stricte, elle devient incroyablement plus flexible, ce qui nous permet de construire notre solution morceau par morceau. Mais attention, ce passage à la forme faible, ce n'est pas juste une petite astuce, ça change complètement la donne.
Ça ouvre tout un champ de nouvelles questions mathématiques, et c'est justement de là que la méthode tire toute sa puissance et sa rigueur. Soudain, il faut répondre à des questions cruciales. Est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle fonction test? Est-on sûr qu'il existe une solution à ce nouveau problème? Et est-ce que cette solution faible correspond bien à la solution forte de départ? Comment on construit l'approximation en pratique? Et surtout, est-ce que ça converge? Toutes ces questions ont forcé les mathématiciens à bâtir une théorie extrêmement solide. Et c'est là toute la beauté de l'AMF. Pour répondre à ces questions, il a fallu développer une boîte à outils mathématiques très sophistiquée. Et c'est cette base théorique en béton qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir confiance. Quand un logiciel de simulation dit qu'un pont va tenir, c'est parce que toute cette théorie a prouvé que la méthode est fiable. Bon, on est parti des avions, on a fait un détour par la Grèce antique et les maths pures, il est temps de boucler la boucle et de revenir au concret. Alors, si on devait tout résumer, la méthode des éléments finis, c'est la rencontre entre une idée vieille comme le monde, divisée pour régner, et une astuce mathématique élégante, la formulation faible. C'est cette combinaison qui permet de résoudre des problèmes qui, autrement, seraient insolubles. Finalement, son vrai pouvoir ne vient pas juste de la force brute des ordinateurs, il vient de l'intelligence de la méthode elle-même, de sa capacité à reformuler un problème de manière plus maligne. C'est ce changement de perspective qui nous a ouvert les portes de la simulation moderne. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse. Avec des outils aussi puissants, capables de prédire le comportement de systèmes incroyablement complexes, de la structure d'un pont au climat de la planète, quelles sont les prochaines frontières à explorer? Quelle sera la prochaine grande énigme que l'on pourra résoudre grâce à cette méthode?